Bienvenue sur Parole de Leader. Je suis Jean-Philippe Daniel et je vous propose aujourd'hui une conversation avec Julien Ponce sur une tendance de fond, celle du développement rapide de la formation à distance. Julien est un designer et un directeur artistique associé au sein de l'agence Extramile. Il est également l'un des pionniers du digital learning en France et peut se prévaloir d'une expérience de plus de 15 ans dans ce domaine. Et il est aujourd'hui l'un des auteurs reconnus de tutoriels de formation professionnelle dans le champ de la création digitale, du graphisme, de la photo et de la vidéo. Bonjour Julien. Bonjour Jean-Philippe. Julien, nous avons souhaité échanger ensemble aujourd'hui sur le thème du e-learning, tout simplement parce que ce mode de formation est un phénomène en forte croissance et que cette croissance a été encore accélérée par la crise sanitaire. Ma première question va donc concerner cette grande tendance de transformation. Sur la base de ton expérience, quelles ont été pour toi les grandes étapes de cette évolution ? Oui, du coup, c'est pour moi un gros effet boule de neige. J'ai commencé en 2002 à écrire dans un magazine, donc ce qu'on appelait des tutoriels à l'époque, mais façon traditionnelle, avec des captures d'écran et du texte pour accompagner ces captures d'écran, donc c'était absolument pas de vidéo et encore moins d'audio. Ce qui m'a amené à être contacté par les éditions ENI pour écrire des livres, et ensuite à partir de 2006, pour enregistrer, 2005-2006, pour enregistrer des vidéos pour eMobs, qui est devenu ensuite Formation Vidéo, qui est devenu ensuite tuto.com. Donc c'est vraiment quelque chose qui originalement est parti de l'écrit uniquement, de manière très traditionnelle, et qui est arrivé sur une nouvelle forme d'enseignement à distance par le biais de la vidéo. Donc c'est pour ça que j'ai pu vraiment voir une évolution assez flagrante de comment les gens se forment, comment les gens apprennent, et comment la technologie, évidemment en particulier Internet, est devenue le socle de cette transformation en fait. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de plateforme vraiment dédiée. Il y avait des éditeurs, il y avait des maisons d'édition qui fonctionnaient comme le livre, avec le même modèle que le livre. C'est-à-dire qu'en gros, on cherchait à fabriquer du contenu. Pour cela, on choisissait des spécialistes, on leur donnait un sommaire, ou on élaborait un sommaire avec eux, on enregistrait, et ensuite on diffusait chacun sur sa plateforme. C'est vraiment le modèle de base de la maison d'édition qui commande un contenu et qui le vend par ses propres moyens. Évidemment, avec les phénomènes de plateforme et de place de marché, ça a évolué. Et la première place de marché en France, et qui est plus ou moins une des seules actuellement, en tout cas qui fonctionne correctement, c'est tuto.com, qui permet à tous les auteurs de proposer du contenu et de le vendre et de se rémunérer de la sorte. C'est complémentaire de YouTube. Il faut savoir que YouTube, en fait, permet à tout le monde de proposer du contenu, mais sans modération. C'est quelque chose dont on va parler, j'imagine, peut-être un petit peu plus tard. Alors que tuto.com fait une modération et permet aussi de s'assurer de la qualité du contenu. Donc au début, on n'avait pas de place de marché, on n'avait pas de système, on va dire, bien ancré, bien huilé pour diffuser le contenu. Et on est arrivé maintenant sur quelque chose d'assez professionnel où le contenu il est modéré, où il est sélectionné et où il est diffusé avec des bons outils, avec la possibilité de le consulter hors ligne, de suivre son apprentissage, de télécharger des fichiers sources pour accompagner son apprentissage. Bref, tout s'est vraiment beaucoup professionnalisé, que ce soit du côté des diffuseurs au niveau de la place de marché, mais aussi des auteurs qui produisent maintenant un contenu de bien meilleure qualité qu'il y a 10 ans. Donc tu viens de nous retracer les grandes étapes de l'évolution du e-learning en France sur les 15 dernières années. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce à quoi ressemble le panorama de la formation à distance en France ? Oui, alors du coup, on va forcément commencer par parler un petit peu de chiffres, et en particulier de chiffre d'affaires et de l'argent que ça représente, puisqu'économiquement ça commence à avoir un poids. Donc à l'échelle du monde, on parle de 190 milliards de dollars, et avec une prévision à 325 pour 2025. Donc sur 5 ans, ça fait quand même une assez grosse croissance. Pour la France, on n'a pas forcément autant de chiffres, et c'est encore difficile à quantifier. Mais en tout cas, pour l'aspect répartition entre le présentiel et le distanciel, les entreprises ne font plus que 20% a priori de présentiel. On peut voir aussi dans le secteur public que on commence à avoir 70% en blended learning, donc ça fait aussi quand même un chiffre assez impressionnant. Donc je me permets juste de te couper 2 petites secondes, Julien. Est-ce que en 2 mots, tu peux nous expliquer ce qu'est le blended learning ? Oui, donc le blended learning, c'est tout simplement le mélange, littéralement, mais en vrai c'est le présentiel et le distanciel dans un programme commun de formation. Après, je pense que c'est à chaque entreprise et organisation de savoir comment le doser. Je viens de dire qu'il reste assez peu de présentiel dans les entreprises, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément la meilleure méthode. C'est à chacun de voir comment le répartir. Et donc en termes de diversité des utilisateurs et des prescripteurs, qui aujourd'hui en France utilise le digital learning ?
Alors on voit une très grande variété d'audiences qui utilisent la formation vidéo. Évidemment, il y a beaucoup de particuliers qui souhaitent se former à toute une série de sujets très très différents et dans des buts aussi très très différents. Pour certains, ça va être du hobby, pour d'autres, ça va être du hobby avancé ou du semi-pro pour faire par exemple un complément de salaire. Je pense à beaucoup de gens qui utilisent le statut auto-entrepreneur pour acquérir des compétences tierces ou pour avoir un complément de boulot et qui vont se former avec ce biais-là. Et il y a évidemment forcément les professionnels qui l'utilisent pleinement. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment un portrait robot du monsieur je me forme avec une vidéo, monsieur ou madame évidemment. Donc du coup c'est assez difficile de bien se le représenter. Et c'est pareil au niveau des formateurs, c'est-à-dire qu'on est évidemment il y a une grande quantité de formateurs qui font ça traditionnellement, c'est-à-dire qui assurent des cours en présentiel, qui interviennent dans des écoles, qui interviennent dans les entreprises. Pour la vidéo, c'est un petit peu plus panaché parce que les formateurs traditionnels qui faisaient du présentiel se sont mis à la vidéo, dans l'ensemble, pas tous, mais plutôt une bonne majorité. Et il y a aussi des formateurs qui ne font que de la vidéo. Alors ça représente une population assez restreinte. Il y a finalement assez peu de formateurs exclusivement vidéo qui vivent uniquement de ça. La plupart ont un métier à côté. Ce qui d'ailleurs, entre parenthèses, est assez simple, puisque pour pouvoir enseigner quelque chose, j'estime qu'il faut toujours être dans le métier, ou au moins continuer à se former et acquérir de nouvelles compétences. Mais c'est tellement nouveau qu'on a assez peu de témoignages aussi. On a assez peu de formateurs qui ont de l'expérience sur de nombreuses années, qui peuvent dire aujourd'hui, voilà, quel est l'état de mon métier. Et comme en plus ils se mélangent avec ceux qui faisaient du traditionnel, c'est assez difficile de faire la séparation entre ceux qui mélangent présentiel et vidéo. Donc c'est vraiment un paysage très très éclaté sur lequel on n'a pas beaucoup de données, on va dire, officielles. Moi j'ai les miennes puisque je sais à qui je vends les vidéos et qui les consulte et j'ai des métriques qui sont quand même assez fiables sur par exemple la répartition homme-femme, sur la quantité de vidéos consommées, sur le temps qu'on y passe, etc. Mais voilà, c'est une audience qui est très 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 diverse et parmi les producteurs c'est aussi quand même quelque chose d'assez varié et d'assez complexe à situer, quoi. Et toi, tes clients, c'est principalement des particuliers, c'est des particuliers, c'est des entreprises, c'est des organisations, c'est qui? Alors moi, c'est une écrasante majorité de particuliers. Et s'il s'agit d'entreprises, il s'agit en fait, on va dire, de professionnels ou de particuliers qui ont une activité on va dire, ils ont un métier, ils ont un boulot et ils font un truc à côté. Je pensais vraiment à l'auto-entrepreneur parce que c'est très révélateur. Je propose, pour avoir un complément de salaire, un certain nombre de compétences, et pour les acquérir, je me forme en vidéo. Parce que du coup, pour un autre entrepreneur, c'est un peu plus difficile de se financer. Même si Tuto.com, par exemple, est capable d'avoir des financements CPF, Pôle emploi, etc. Donc on peut recevoir de l'argent, on peut se faire financer une formation sur cette plateforme, mais c'est essentiellement des particuliers. Et il y a aussi une autre composante, c'est pour ceux qui font du hobby ou qui veulent se former par pur plaisir et par... on va dire distraction, ou en tout cas sans volonté d'avoir derrière une finalité commerciale. Il y a les retraités qui sont une très grande part, forcément parce qu'ils ont le temps, et aussi le budget. Voilà, c'est une très grande part de mon audience parce que ils peuvent se servir de ce média pour aller directement vers un contenu qui a été modéré, qui a été sélectionné. Ils perdent pas de temps parmi tous les contenus, notamment sur YouTube, où on n'est pas sûr de ce qu'on va obtenir, et ils ont ensuite tous les moyens pour le mettre en œuvre, autant financièrement qu'au niveau du temps qu'ils veulent y investir. Donc on a de plus en plus de gens qui se forment à distance. Qu'est-ce qui explique l'attrait de ce type de formation et qui peut aussi en expliquer la croissance pour le coup? Alors le premier aspect qui est évident, c'est que c'est facile à suivre, que c'est un peu plus ludique, que ça demande moins de contingence technique, c'est-à-dire qu'on ne se déplace pas, on va pas dans une classe, on va pas dans un centre de formation, on n'a pas à prendre les transports, on n'a pas à aller à une heure fixe. On peut suivre son apprentissage où on veut, comme on veut. Et d'ailleurs, une des dernières tendances pour les producteurs comme moi de vidéos de formation, c'est qu'on a été amené, entre par exemple le moment où j'ai débuté en 2006 et aujourd'hui en 2020, on a été à diminuer drastiquement la durée des vidéos de manière individuelle. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait faire une formation, en tout cas un tuto, c'était sur un sujet, et on mettait une demi-heure, on faisait une vidéo d'une demi-heure. Et on traitait le sujet un peu comme un cours, pas magistral, mais c'était une seule vidéo d'une demi-heure. Et évidemment, entre 2005 et 2020, les mobiles, enfin en tout cas les smartphones ont explosé, les débits aussi, avec la 4G qui s'est répandue, et donc les gens peuvent maintenant consulter les vidéos en déplacement, plus facilement, sans problème de chargement, mais personne ne va passer une demi-heure sur une seule vidéo dans le métro, sur son téléphone. Donc on a été amené à découper, en tout cas à revoir la façon dont on produit les vidéos, pour faire sur une formation de multiples petites vidéos qu'on peut consommer beaucoup plus facilement,
sur des trajets qui sont courts, que ce soit entre, voilà, pour les professionnels, c'est, on va dire, c'est en allant au boulot ou en rentrant du boulot, ou même pour des gens qui sont pas professionnels, par exemple les retraités, qui juste se disent, bah tiens, là j'ai 10 minutes, je vais continuer ma petite formation pour apprendre à manipuler un appareil photoréflexe, quoi. Donc du coup, c'est évidemment cette souplesse, cette flexibilité qui le rend intéressant. On peut se former à son rythme, dans n'importe quel lieu et avec n'importe quel périphérique, puisque là je parle de mobile, mais on peut consulter la formation vidéo sur son ordinateur de bureau, sur sa tablette, sur son téléphone, sur sa télé. Donc c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus facile, et j'enfonce une porte ouverte, mais à mettre en place que d'aller dans un centre de formation, où c'est pendant une semaine donnée, où c'est avec des horaires qui sont fixes, et où il faut amener son ordinateur pour suivre. Enfin bon voilà, c'est forcément tout cet ensemble de variables rend la formation vidéo beaucoup plus ludique et facile à mettre en place. Il y a pas mal d'études qui montrent que la plupart des organisations, que ce soit les cabinets de conseil, les organismes de formation, les entreprises, considèrent que le digital, ou ont constaté que le digital learning permettait d'accroître l'engagement des gens qui apprenaient. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu peux constater? On a pu mesurer avec des sondages assez précisément que les gens ont une meilleure estime de leur apprentissage quand c'est par la vidéo plutôt que par un autre moyen. Ils considèrent, alors évidemment il faut s'en remettre à leur interprétation et à leur témoignage, mais une écrasante majorité des gens qui suivent des formations en vidéo veulent bien se rendre compte et nous dire que c'est vraiment le meilleur moyen pour eux et que c'est des compétences qu'ils ont bien retenues. Et en fait, l'explication, elle est toute simple. C'est encore une fois inhérent au média lui-même. C'est qu'une vidéo, vous avez un contenu qui vous est délivré. Si vous n'avez pas compris, pas entendu ou besoin de revoir, il suffit d'appuyer sur le bouton pause, de revenir 30 secondes en arrière, ou 1 minute ou 2 minutes, peu importe, et de juste reprendre ce qui a été dit. Ça vous laisse le temps de le regarder une première fois, ou une deuxième fois, ou une troisième même, mais de mettre en pratique, puis de revenir et de recommencer, ainsi de suite. Bref, on peut vraiment si vous avez votre prof, et votre prof, vous pouvez l'interrompre quand vous voulez, et vous pouvez lui demander de répéter quand vous voulez, et autant de fois que vous voulez, ce qui, évidemment, dans une salle de classe ou un centre de formation, est impossible. Vous pouvez assez justement demander à quelqu'un de répéter, mais vous n'allez pas le faire 3 fois. Et si vous n'avez pas eu le temps de mettre en pratique sur place, vous allez le faire chez vous, mais une fois que vous êtes chez vous, vous n'avez plus le prof. Bon, ben avec la vidéo, forcément, on n'a pas ce problème. Le contenu peut être répété autant de fois qu'on veut. En plus, maintenant, on s'est rendu compte d'une chose qui est assez intéressante, c'est que beaucoup de personnes modifient la vitesse de lecture de la vidéo, parce que bon, le phrasé du formateur peut être trop rapide ou trop lent. Le mien, par exemple, on dit souvent que je suis un peu trop rapide, mais c'est pas grave, parce que le principe de la vidéo, c'est justement de le consommer comme on veut. Donc si on veut que la personne parle un peu plus lentement, vous remarquerez que dans tous les players de formation, en ce moment, c'est sur la plupart des plateformes en tout cas, on peut ralentir le rythme à 0,5, 0,75 ou l'accélérer à 1,25, 1,50, voire 2 si vous estimez que le formateur ne parle pas assez vite. Et du coup, ça vous permet de suivre le contenu selon la façon qui vous est la plus intéressante et la plus adaptée. Et ce qui, à mon avis, traduit les chiffres où les gens nous disent « bah oui, effectivement, c'est vraiment le moyen le plus efficace pour moi de me former ». On va enchaîner sur une question d'actualité très immédiate, puisque les très difficile d'en faire abstraction pour le coup. On est en ce moment reconfiné. On avait déjà été confiné au mois de mars dernier. Est-ce qu'il est déjà possible de commencer à mesurer l'impact du Covid et du confinement sur l'activité de formation à distance ou sur les activités de formation à distance? Oui, alors que ce soit sur YouTube ou sur tuto.com en l'occurrence, on a pu observer une assez grande augmentation de la fréquentation. On a vu dans les chiffres qu'il y avait des vidéos qui étaient plus consommées en quantité, mais aussi en durée, c'est-à-dire que les gens regardaient plus de vidéos plus longtemps. Alors je pense qu'il n'y a pas besoin de faire une grande explication sur le fait que quand on est à la maison et qu'on a le temps, on cherche à utiliser ce temps de la meilleure façon qu'il soit, et se former est quand même plutôt une bonne façon. Donc ça s'est traduit évidemment aussi dans les ventes. Par exemple, pour un mois de mars ou un mois d'avril, alors évidemment, ça dépend aussi de l'actualité, c'est-à-dire que si je sors 30 vidéos au mois de mars, je vais forcément en vendre plus que si j'en sortais pas, donc il y a un appel d'air quand on crée de la nouveauté. Mais le mois de mars 2020, pour lequel justement, en tout cas sur le secteur des logiciels de retouche photo où je suis beaucoup actif, il se passe pas grand-chose en mars. En général, l'actualité, elle est plutôt en novembre pour les éditeurs de logiciels. Donc c'est plutôt un mois qui est censé être calme. Et il était en mars 2020, en termes de fréquentation, me concernant 2 fois supérieur à mars 2019. Et pareil pour avril, et après ça s'est un tout petit peu décanté évidemment avec le premier déconfinement. Donc on a évidemment pu être témoin d'une explosion de la fréquentation au moment du Covid, qui montre que
d'une part, ceux qui étaient déjà convaincus par la formation en vidéo, ont continué de s'y mettre, et encore plus qu'avant. Et par contre, ce que ça a amené, c'est évidemment un nouveau public, des gens qui ne connaissaient pas, qui ont voulu utiliser leur temps au mieux et qui ont découvert ce médium et qui s'y sont mis de manière, du coup, tout de suite très assidue, alors que probablement ils ne l'auraient pas fait de manière aussi assidue et aussi concentrée s'ils n'avaient pas été confinés, quoi. Donc il y a eu autant une accentuation de l'audience existante que l'acquisition d'une nouvelle audience. Donc on voit qu'on a dans ce domaine aussi un phénomène bien connu de zèle des nouveaux convertis. Si on essaye maintenant d'être un peu prospectif, après avoir fait un panorama de ce qui existe aujourd'hui, comment est-ce que tu considères que le e-learning peut évoluer dans les années à venir ? Alors c'est la question boule de cristal. Alors moi j'ai une vision très particulière puisque je suis actif sur YouTube et sur une place de marché, donc tuto.com, et donc j'ai une audience c'est juste mon audience, donc je peux pas parler pour les entreprises, pour les grandes organisations, etc. Après j'ai enseigné en école, à l'université, en centre de formation, mais je peux pas non plus parler pour eux parce que j'ai pas leurs chiffres. En tout cas ce qui est sûr, c'est que de plus en plus de personnes produisent du contenu, comme il y a de plus en plus de personnes qui en regardent. Donc ça pose au moins un problème qui est celui du choix pléthorique, puisque n'importe qui peut publier une vidéo sur YouTube, n'importe qui peut expliquer comment faire quelque chose, peut donner un cours en fait sur YouTube, et n'importe qui maintenant avec d'autres plateformes peut aussi le vendre. Alors sur les plateformes comme tuto.com, il y a au moins une modération, donc on sait que le contenu qui est proposé, il est modéré, en tout cas on s'assure d'un standard de qualité. Mais c'est pas le cas sur YouTube, et donc ça pose ce problème il va y avoir un choix absolument dément avec autant de gens qui en produisent que qui le regardent. Donc il va falloir à un moment pas trancher mais faire le choix entre où est-ce qu'on place le curseur de la modération. Est-ce qu'on n'est pas loin de la censure? Est-ce qu'on doit empêcher des gens de produire du contenu pour essayer d'apprendre des choses à d'autres personnes, parce que c'est quand même une des choses les plus belles du monde de vouloir enseigner? Et qui estime que ce contenu va être de bonne qualité ou pas? Alors il y a toujours l'audience qui, avec ses commentaires et ses pouces bleus en l'air ou ses pouces bleus en bas, va dire c'est bien ou c'est pas bien, mais l'explosion de l'offre et de la demande va probablement créer un petit peu de bruit jusqu'à ce qu'on trouve des moyens de bien classer ce contenu et que tout le monde y trouve son compte. Après, d'un autre côté, je pense qu'aussi ça va beaucoup se professionnaliser. En tout cas, ça l'a déjà fait depuis 10 ans, mais ça va continuer. C'est-à-dire que pour ceux qui en font leur métier, comme moi, et parce que les plateformes commencent aussi à prendre de la bouteille, de l'expérience, parce que accessoirement aussi les pouvoirs publics s'y mettent avec un encouragement à suivre des formations, à les financer, forcément tout ça va se professionnaliser encore beaucoup plus. Donc je suis pas vraiment très inquiet pour l'aspect entreprise, organisation, formation professionnelle. On va accéder facilement et rapidement à du contenu. Maintenant, à partir de 2020, on trouve du bon contenu pour se former avec des financements, et du coup aussi bien les producteurs que l'audience va y trouver son compte. Mais pour la partie hobby, grand public et temps libre, je pense que la profusion de contenu peut à terme nuire un petit peu à ce que l'on suit comme enseignement à distance. Il va falloir s'en remettre au curseur, de pas censurer, mais de pas non plus laisser apparaître des cours ou des contenus qui seraient packagés comme étant professionnels ou packagés comme étant certifiants, ou ce genre de mots qui peut être un peu mal interprété, alors que les personnes qui l'ont créé ont peut-être pas forcément la légitimité ou l'expérience pour le faire. Donc je suis en aucun cas pour la censure et tout ce qui pourrait altérer la neutralité du net, mais à l'avenir c'est ça que je vois, c'est-à-dire une partie de la production qui va se professionnaliser, et par contre un gros appel d'air sur la production de contenu, parce que beaucoup de gens veulent expliquer des choses à d'autres et le publier et partager au monde entier ce qu'ils ont appris pour en faire profiter le plus grand nombre, quoi. Donc si je t'entends bien, on va avoir d'un côté une augmentation de la qualité et une structuration des modèles d'affaires qui vont devenir de plus en plus solides, et de l'autre, un phénomène croissant d'ubérisation qui va être de plus en plus difficile à gérer. La croissance du nombre de personnes qui peuvent accéder à du contenu en vidéo dans le monde, ça devient assez folle. On parle en milliards de personnes sur les réseaux sociaux, et les réseaux sociaux sont tous maintenant capables de diffuser de la vidéo. Facebook, Instagram, y compris avec des fonctions live. Et donc forcément, vous pouvez on peut appliquer ça à tout ce qu'on veut pour parler de ces réunions de famille, de ce qu'on fait, de ce qu'on mange le midi, mais aussi pour produire de la formation. C'est-à-dire, regardez, j'ai une recette de cuisine, je vous montre comment on fait un gâteau. Et ça passe pas que par YouTube ou d'autres plateformes de formation, ça passe par n'importe quel réseau social, puisqu'ils sont tous capables de faire de la vidéo. Donc forcément, ce type de contenu va exploser.
Et je pense qu'on risque de s'y perdre s'il n'y a pas une méthode pour le classer et pour séparer de ce qui est ouvertement affiché comme étant un hobby et comme étant non professionnel, le séparer de quelqu'un qui l'a vraiment produit avec une pédagogie appliquée, structurée, et que même s'il ne le vend pas, peut au moins le labelliser comme étant qualifiant, professionnalisant. Dans ce cas-là, j'entends bien ce que tu dis, et c'est effectivement un enjeu qui me paraît important, mais est-ce qu'on a une vague idée de qui pourrait jouer le rôle de cet organe de certification ou de labellisation? Alors sur les réseaux sociaux, je vois pas comment c'est possible. On se pose, au moment où on enregistre ce podcast, on est en pleine élection présidentielle américaine, donc on sait que sur les réseaux sociaux, tout le monde peut dire à peu près tout et n'importe quoi. Pourtant, on sait que Facebook ou Twitter suppriment régulièrement certains comptes ou certains messages. Pour des choses comme ça, c'est facile pour les réseaux sociaux de trancher et de dire là, on raconte n'importe quoi, on coupe. Mais je vois mal Twitter ou Facebook dire là, tu as fait un tuto sur Photoshop et tu t'es trompé de menu et ton contenu il est pas bon. Ou en tout cas, c'était pas cette méthode qu'il fallait faire pour retoucher ta photo comme ça. Donc il y aura pas le seul moyen de modérer, ça va être de passer par des places de marché ou des éditeurs de formation vidéo dont c'est le métier et qui sont à même de savoir que le contenu qu'on leur propose est entre guillemets bon ou pas bon, même si c'est assez machiavélique, mais en tout cas est professionnel ou professionnalisant suffisamment pour leur audience. Après, évidemment, chaque structure et centre de formation ou place de marché a son audience. Certains veulent viser les très pros, d'autres un peu moins. Mais au moins, il y aura une modération, quoi. Si ce contenu passe par les réseaux sociaux, je pense qu'il y aura juste pas de modération possible. On devra s'en remettre à, c'est la liberté d'expression. Tout le monde peut produire n'importe quel contenu et raconter ce qu'il veut. Et si des gens sont OK avec n'importe quelle méthode pour faire n'importe quoi sur n'importe quel sujet, ce sera à l'audience de décider ce qu'ils jugent utile ou pas. Merci Julien pour cet échange et pour cet éclairage. La formation professionnelle, c'est un sujet sur lequel nous reviendrons à l'occasion de prochains épisodes de ce podcast. Merci à toi. Je vous dis donc à très bientôt sur Parole de Leader.